Vous êtes arrivé dans ce pays en 1941, vous veniez d'Europe, vous y vivez donc depuis 32 ans. Quand vous arrivez en Europe, quelle est votre impression dominante? Mon impression dominante, well, see, this is not a nation state. America is not a nation state. Mon impression dominante, c'est que l'Amérique n'est pas un État-nation. Et les Européens ont beaucoup de mal à comprendre ce simple fait qu'ils devraient pourtant théoriquement connaître. Ce pays n'est uni ni par un héritage, ni par des souvenirs, ni par le sol, ni par la langue, ni par une origine identique. Il n'y a pas d'Américains authentiques ici, les Indiens mis à part. Tout le reste, ce sont des citoyens, et ces citoyens ne sont unis que par une seule chose, et c'est beaucoup. On devient citoyen des États-Unis par simple acceptation de la Constitution. La Constitution, du point de vue français ou allemand, n'est qu'un morceau de papier. On peut la modifier. Mais ici, c'est un document sacré. C'est le souvenir constant d'un acte unique et sacré. L'acte de fondation des États-Unis. La fondation a consisté à réunir en un tout des minorités ethniques et des régions entièrement disparates, sans pour autant niveler et faire disparaître ces différences. Tout cela est très difficile à comprendre pour un étranger. Nous pouvons donc dire que dans ce système politique, c'est la loi qui règne et non pas les hommes. Jusqu'à quel point ceci est vrai et a besoin d'être vrai pour le bien du pays, j'ai failli dire de la nation, pour le bien de l'ensemble des États-Unis d'Amérique, pour la République, à vrai dire. Durant les 10 années qui viennent de s'écouler, l'Amérique a connu une vague de violence politique marquée par l'assassinat du président, de son frère, par la guerre du Vietnam, par l'affaire de Watergate. Pourquoi l'Amérique peut-elle surmonter des crises qui, en Europe, auraient abouti à des changements de régime, voire à des troubles intérieurs très graves? Je voudrais poser le problème d'une façon légèrement différente. Je pense en effet que le tournant dans toute cette affaire a été l'assassinat du président. De quelque façon qu'on l'explique, et quoi qu'on sache ou qu'on ne sache pas à ce sujet, il était absolument évident que pour la première fois, depuis très longtemps dans l'histoire américaine, un crime s'était directement mêlé au processus politique et l'avait transformé. Vous savez que d'autres assassinats ont suivi. En dernier lieu, l'attentat contre Wallace appartient à cette même catégorie d'actes. L'affaire du Watergate a révélé l'une des plus profondes crises constitutionnelles que l'Amérique ait jamais connues. Et quand je dis crise constitutionnelle, c'est beaucoup plus important ici qu'en France. Une crise constitutionnelle en France. Je ne sais pas combien vous avez eu de constitutions depuis la Révolution, mais pour autant que je me souvienne, au moment de la Première Guerre mondiale, vous en aviez eu 14. Je ne veux pas entrer dans les détails, vous savez cela sans doute beaucoup mieux que moi. Ici, par contre, il n'y a qu'une constitution. Et cette constitution est en vigueur depuis près de 200 ans. Le contexte est donc entièrement différent. C'est toute la structure du système politique qui est en jeu.
Cette crise constitutionnelle représente pour la première fois aux États-Unis un conflit ouvert entre le législatif et l'exécutif. Ici, c'est la Constitution elle-même qui est en partie responsable. Les pères fondateurs ne pensaient pas que la tyrannie puisse surgir de l'exécutif, parce qu'ils ne voyaient dans celui-ci rien d'autre que la simple exécution de ce qu'avait décidé le législateur. Nous savons aujourd'hui que le plus grand danger de tyrannie vient de l'exécutif. Mais si nous prenons à la lettre l'esprit de la Constitution, que pensaient les pères fondateurs? Ils pensaient s'être libérés d'abord de la domination de la majorité. C'est pourquoi ce serait une grave erreur de penser que ce que nous avons est une démocratie. Ce que nous avons ici, c'est un système républicain. Les pères fondateurs s'attachaient surtout à préserver les droits des minorités parce qu'ils estimaient que dans un corps politique sain, il doit y avoir une pluralité d'opinions. Ce que les Français appellent l'union sacrée était précisément pour eux ce dont il ne fallait pas. Ce serait déjà une sorte de tyrannie et le tyran pourrait très bien être une majorité. Par conséquent, le système politique tout entier est organisé de telle façon que même après la victoire de la majorité, il y a toujours une opposition. Cette opposition est nécessaire car elle représente les opinions légitimes d'une ou de plusieurs minorités. National security is a new word in the American vocabulary. La sécurité nationale est une notion nouvelle dans le vocabulaire américain. It's really, if I may already interpret a bit, it is the translation of raison d'État. And raison d'État. Cette notion de raison d'État n'a jamais joué aucun rôle en Amérique. Never played any role in this country. This is a new import. And national security now covers everything. La sécurité nationale couvre maintenant toutes sortes de délits. Interrogation of Mr. Ehrlichman, it covers all kinds of crimes. Par exemple, le président a tous les droits. Il est au-dessus de la loi. Le roi ne peut se tromper, c'est-à-dire qu'il est comme un monarque dans une république. Il est au-dessus de la loi et sa justification est toujours que quoi qu'il fasse, il le fait en vue de la sécurité nationale. En quoi, selon vous, ces applications modernes de la raison d'État, ce que vous appelez l'intrusion de la criminalité dans le domaine politique, est-elle propre à notre temps? Est-ce que ceci est propre à notre époque? This is proper at notre époque. This, I really think so. Just as the stateless business is proper at notre époque, and repeats itself again and again under different aspects in different countries and in different colors. But if we come to these general questions, what is also proper à notre époque? Ce qui est également propre à notre époque, c'est l'intrusion massive de la criminalité dans la vie politique. Je veux parler ici de quelque chose qui dépasse de loin ces crimes, que l'on cherche toujours à justifier par la raison d'État, en prétextant que ce sont des exceptions à la règle. Ici, au contraire, nous sommes soudain confrontés avec un style d'action politique
qui est en lui-même criminel. Ce n'est plus une exception à la règle. Ils ne disent pas « nous sommes dans une situation d'une telle urgence qu'il nous faut brancher tout le monde sur une table d'écoute ». Ici, la table d'écoute fait partie du procédé politique normal. Ils ne disent pas non plus « nous cambriolons exceptionnellement les bureaux d'un psychiatre et nous ne le ferons jamais plus ». Absolument pas. Ils affirment au contraire qu'une telle effraction est absolument légitime. Cette affaire de sécurité nationale provient directement de la notion de raison d'État. Cette notion de sécurité nationale que l'on invoque est directement importée d'Europe centrale. Bien sûr, les Allemands, les Français et les Italiens la reconnaissent comme entièrement justifiée parce qu'ils ont toujours vécu sous cette règle. Mais c'était précisément l'héritage européen que la Révolution américaine avait l'intention de briser.